L'émission Regard Sûr reçoit M. Ahmed Benbitour, économiste algérien et ancien chef du gouvernement. Docteur Benbitour, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'offrir cette opportunité de m'adresser à la communauté maghrébine et musulmane dans cette région importante du centre français. Docteur, l'Algérien moyen entend dire que la situation économique algérienne est saine et que l'Algérie a engrangé des centaines de milliards de dollars en réserve. Or, la vie quotidienne, hélas, n'est pas de tout repos et les difficultés sont quotidiennes. L'Algérien est désemparé. Que peut-il attendre aujourd'hui? En fait, d'abord, pour l'appréciation de la situation, il faut faire la différence entre la situation financière d'un pays et la situation économique d'un pays. La situation financière, dans le cas des pays où il y a une rente qui vient essentiellement de l'exportation des hydrocarbures, peut être excellente. Vous pouvez avoir des niveaux de réserve très importants, mais ce ne sont pas des réserves qui ont de l'influence sur le comportement justement à l'intérieur du pays et le bien-être des populations. J'ai même exprimé à un moment donné que l'économie algérienne est en train de se spécialiser dans la transformation d'une réserve non renouvelable, qui est les hydrocarbures, en une réserve volatile, qui sont les dollars déposés à l'étranger. Donc le fait que vous ayez beaucoup d'argent en réserve de change ne veut pas dire nécessairement que vous avez un niveau d'économie très intense. Regardons seulement les importations de l'autre côté, parce que là on parle toujours des exportations, on oublie les importations. Entre 2000 et 2010, les importations de marchandises se sont multipliées par 5. Ça veut dire que l'Algérie est encore devenue beaucoup plus dépendante de l'extérieur. Et comme énormément de choses sont importées, donc les prix sont réglés par le taux de change. Et donc, comme il y a un taux de change d'une économie relativement dépréciée, ça fait que justement le coût de la vie est très élevé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le travail. Le travail, la capacité de travail. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons 1 500 000 étudiants à l'université. Si on fait l'hypothèse que les étudiants finiront leurs études en 5 ans à l'université, ça veut dire qu'on va avoir 300 000 diplômés universitaires qui vont arriver sur le marché du travail. Donc lorsqu'on veut apprécier l'économie, c'est par rapport à ces données-là qu'il faut l'apprécier et non pas par rapport à la situation financière qui, elle, peut être. C'est comme si vous avez quelqu'un qui est riche et qui est avare, donc il peut avoir beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire que sa famille vit dans l'aisance. Justement, docteur, vous avez évoqué le cas des étudiants. Est-ce que, moi je me réfère un petit peu au village dont je suis originaire, donc d'Algérie, un village à la frontière tunisienne. Il y a beaucoup de diplômés actuellement, de plus en plus de diplômés. Est-ce qu'on ne peut pas, sur la base de ce qui existe, considérer qu'il y a une inflation de diplômes? Tout à fait, il y a une inflation de diplômes et il n'y a pas une correspondance entre la formation diplômante à l'université et le marché du travail d'une manière générale et justement la nécessité de développement de l'économie par les compétences. C'est d'ailleurs dans cet esprit, par exemple, si je peux parler de ma vision de l'avenir, nous avons dans notre programme de mettre au niveau de la présidence de la République un haut commissariat à la promotion des compétences nationales. Justement pour essayer de promouvoir ces compétences et surtout aussi récupérer toutes les compétences qui se trouvent à l'extérieur, qui dans le pays en a besoin. Vous imaginez que si demain on devrait remettre en marche l'économie nationale, qu'est-ce que ça demanderait comme moyen intellectuel et de compétences pour faire face à la situation. Et donc, il y a là vraiment beaucoup de travail à faire. Docteur Benbitour, vous avez été l'un des rares hommes politiques ou techniciens finalement, algériens, à avoir décidé de quitter le pouvoir parce que vous n'aviez pas les conditions requises pour assumer au mieux votre fonction. Vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Donc en fait, moi je suis arrivé au gouvernement la première fois avec l'arrivée de feu Mohamed Boudiaf. Donc il y avait une situation difficile du pays. Le ratio du service de la dette extérieure était de 84%. Ça veut dire qu'on recevait 100 $ d'exportation, on était obligé de mettre 84 $ pour payer seulement le service de la dette et il ne restait que 16 $ pour gérer le pays. Et il fallait donc assumer sa responsabilité. On a traversé cette responsabilité et dans notre esprit, et dans mon esprit, moi personnel en tout cas, c'était de dire nous avons des problèmes
des difficultés financières. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous avons beaucoup de finances et une mauvaise économie. C'est de dire, une fois qu'on a réglé les problèmes financiers, il faut se mettre sérieusement à l'économie. Donc, comment régler les problèmes économiques? Malheureusement, je n'ai pas été suivi. Ensuite, j'ai été appelé comme chef du gouvernement et là également, les choses ne sont pas bien passées parce que le chef de l'État a voulu légiférer par ordonnance sur une organisation que j'ai faite moi pour faire fonctionner l'économie. Il a voulu annuler toutes mes décisions par une ordonnance. Et à ce moment-là, ce n'était plus les conditions de travail normales. Si vous, entre deux personnes, au niveau le plus élevé de la hiérarchie de l'État, ils s'échangent par loi, ça ne peut plus marcher. Donc c'est comme ça que je me suis retiré du gouvernement. Et depuis, je continue à travailler pour faire en sorte que les gens comprennent qu'il faut un changement de tout le système de gouvernance et pas seulement un changement des individus et des personnes. Vous l'avez évoqué, docteur Belbitour, effectivement, donc vous avez des difficultés pour assumer votre fonction. Est-ce que cela ne veut pas dire que l'Algérie aujourd'hui est dotée d'une constitution obsolète? En fait, ce n'est pas tellement la Constitution c'est la mise en œuvre des textes de la Constitution qui pose problème. Ce n'est pas le texte lui-même de la Constitution. Effectivement, il y a un certain emploi comme celui-là, c'est-à-dire le fait de légiférer par ordonnance. En fait, c'est des petits... Quand vous avez un responsable qui ne veut pas respecter la loi et la réglementation, il peut jouer sur les mots. La Constitution parle de légiférer en droit lorsqu'il y a vacances de la Chambre. Vacances de la Chambre ne veut pas dire la Chambre est en vacances annuelles. Ce n'est pas ça du tout. Ça veut dire que la Chambre ne fonctionne pas. Et justement, le chef de l'État a voulu profiter en jouant sur le mot de vacances. Quand la Chambre est en vacances, pour 1 mois ou 2 mois, lui, il légifère par ordonnance. Et on s'est retrouvé donc maintenant avec toutes les décisions fondamentales du pays qui sont décidées par ordonnance et non pas par la loi. Docteur, l'Algérien moyen est démobilisé dans la mesure où on constate un taux de participation très faible aux élections électorales qui ont lieu jusqu'à maintenant, notamment pour parler des dernières élections législatives. Est-ce que cela ne va pas être très difficile pour rétablir la confiance dans l'esprit des Algériens? Ça va être extrêmement difficile et d'ailleurs les gens qui se préparent à aller aux élections présidentielles de 2014 doivent comprendre qu'ils vont aller à quelque chose d'extrêmement difficile. Ça ne va pas être le paradis, ça va être plutôt l'enfer. Mais il faut savoir comment mobiliser les gens. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des problèmes au niveau des institutions et nous avons des problèmes au niveau des comportements des individus. Donc un programme ne pourra réussir que s'il contient 2 dimensions. Une dimension de rétablissement des institutions, donc de reconstruction des institutions, et une dimension de rétablissement de la citoyenneté. Donc ça, c'est un travail difficile, effectivement, et je pense que la clé du succès, ce sera dans la capacité des nouveaux dirigeants de construire une confiance entre les citoyens et les gouvernants, les gouvernés et les gouvernants, si vous voulez. En tout cas, les prochains candidats donc à l'élection présidentielle savent que finalement, ils ont du pain sur la planche. Tout à fait, tout à fait. Ils ont du pain sur la planche et en fait, pour quelle que soit la personne qui sera élue, je pense qu'elle ne pourra pas, en l'espace d'un mandat, finalement, faire face, hélas, à tous les problèmes que rencontre le pays. En fait, si vous voulez, le règlement des problèmes passe par 3 étapes essentielles. Une première étape d'endiguement de la crise, c'est-à-dire il faut d'abord endiguer la crise. Quand vous êtes dans une crise, le premier élément. Et justement, cette étape d'endiguement de la crise relève essentiellement de la construction d'une nouvelle confiance entre gouvernants et gouvernés. Sans cette confiance, vous ne pouvez pas aller loin. Vous l'avez dit, il y a énormément de problèmes à régler. S'il n'y a pas une participation massive de tout le peuple algérien d'un côté et de toutes les compétences nationales, qu'elles soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, vous ne pouvez pas réussir. Ça, c'est le premier élément. Deuxième étape, il faut achever les transitions. Vous savez que nous sommes depuis 1988 dans une transition d'une économie administrée vers une économie de marché compétitive et nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler la trappe de transition permanente. C'est-à-dire vous n'êtes pas sorti de l'ancien système et vous n'êtes pas rentré dans le nouveau. Donc il faut absolument achever.
Nous sommes depuis 1989 dans une transition politique pour sortir d'un système de parti unique vers le multipartisme. Nous avons de façade le multipartisme, mais le fonctionnement de ce multipartisme n'a rien à voir avec une économie démocratique, avec un régime démocratique. Et donc, il faut définitivement achever cette transition. Vient après, et ça demanderait un mandat justement, 2 plus 3 ans. Il viendrait après une période de 10 ans, c'est là où on va construire le fameux projet de société, parce que nous aurons réussi, bien sûr, à condition de réussir, nous aurons réussi à construire les nouvelles institutions performantes d'un côté, et nous aurons réussi à reconstruire la citoyenneté chez les citoyens. Et à ce moment-là, les citoyens prendront la responsabilité de discuter de leur avenir et de décider de leur avenir. Justement, il faut sortir de cette idée où les constitutions sont faites comme un costume sur mesure au chef de l'État qui arrive. Il faudrait que la constitution soit une émanation de la population et non pas dictée par les économistes, par des désirs titulaires. Ça veut dire, moi, je vous ordonne de vos désirs. Oui. Voilà comment vous devez vous comporter. Alors que justement, il faut faire exactement l'inverse. Docteur, un phénomène a surgi en Algérie. D'ailleurs, cela a surpris énormément de monde, puisque l'Algérie est censée donc disposer de ressources pétrolières, de ressources importantes. Ça a été le phénomène des haragas. Oui. Les haragas. Et jusqu'à maintenant, donc, on nous qualifie un petit peu de ça en nous disant finalement que nous avons une économie de bazar. Oui. Votre sentiment? C'est ce qu'on appelle la malédiction des ressources. Ça veut dire que vous avez les ressources d'un côté, mais vous n'avez pas les comportements et le niveau de vie qui va avec ces ressources. Je veux seulement peut-être ouvrir une parenthèse sur la notion de pauvreté, parce que souvent, quand on parle de pauvreté, on parle d'une seule dimension, celle de la capacité de quelqu'un d'utiliser sa force et son intelligence pour travailler et obtenir un revenu. Ça, ce n'est qu'une dimension. Il y a 3 autres dimensions importantes. Lorsqu'elles ne sont pas là, vous êtes pauvre. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les opportunités sociales, c'est-à-dire la qualité de l'école, la qualité de l'hôpital et l'environnement autour de la maison lorsque vous sortez de la maison. Si ces éléments ne sont pas bons, vous êtes pauvre. Et donc, il faut garder ça à l'esprit. Ce n'est pas le fait que vous avez beaucoup d'argent et que vous avez de l'argent, ça veut dire que vous n'êtes pas pauvre. Troisième dimension importante, c'est la sécurité, particulièrement la sécurité des personnes les plus vulnérables. Et c'est de là où vient le haraga. La quatrième dimension, c'est la voix, c'est-à-dire le fait que quelqu'un qui a un problème puisse exposer son problème et qu'il y ait des institutions habilitées à répondre à son problème. Voilà les 4 dimensions de la pauvreté. Donc, même s'il y a le revenu, le fait que les 3 autres ne sont pas là, ça veut dire que vous êtes encore pauvre. Et à ce moment-là, c'est ça qui explique tout ce phénomène de haraga, tout ce phénomène de rejet de la jeunesse. C'est Arzarouane. Merci, M. Zahiri. Bienvenue, M. Bembeto, à Lyon. Merci. Donc, moi, je voulais juste poser une question. Ce n'est pas une question préparée, mais tout le monde pense qu'en 1999, quand M. Bouteflika est venu au pouvoir, il avait promis de combattre la corruption. Alors que c'est le contraire qui s'est passé. La corruption est devenue présente à tous les niveaux. Comment voyez-vous l'avenir de l'Algérie et comment l'Algérie s'en sortira par rapport à ce fléau? D'accord. Je voudrais peut-être faire un commentaire sur 99. Si vous voulez, lorsque vous sortez d'une période de celle que nous avons vécue de 90 à 99, vous aviez 2 missions essentielles auxquelles il fallait faire attention. La première, c'est de renforcer les institutions, faire en sorte qu'on ait des institutions performantes qui puissent faire face à la situation. La deuxième, c'est apporter un minimum de bonheur dans le cœur des Algériens. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait l'inverse. On a cassé les institutions et on est allé sur le populisme. Ce qui fait que, justement, les faits de casser les institutions, c'est ça qui a fait développer la corruption. Et aujourd'hui, donc vous me dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, je pense que ce n'est pas en mettant en place ce qu'on appelle les fameuses campagnes main propre que nous allons régler le problème. Je pense qu'il y a 2 grandes choses à faire. La première des choses, qui est très symbolique et qui montrera que justement les Algériens vont pouvoir compter sur leur gouvernement, c'est qu'il faut en finir avec les dossiers en suspens de Sonatrach 1, Sonatrach 2, Autorité Est-Ouest, etc. Ça, c'est des dossiers qu'il faudra régler dans les 2-3 mois après les élections. Sinon,
aucune crédibilité ne sera donnée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément très important, c'est de mettre en place un nouveau système de gestion des affaires publiques. C'est-à-dire qu'il faut que tous les gens, quel que soit le niveau de responsabilité, rendent compte. Parce qu'on dit l'imputabilité en français, on parle de responsabilité aussi qui n'est pas bon. En anglais, on parle de accountability qui est beaucoup plus, qui donne plus. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, lorsque vous avez une mission, vous avez donc une définition de la mission, vous avez une autorité et vous avez des ressources matérielles, des ressources financières et des ressources humaines. Il faudrait mettre en place un système de ce qu'on appelle du contrôle a priori, contrôle pendant et le contrôle a posteriori, pour qu'à chaque mission, on définit de façon très clairement l'autorité qui est à votre disposition pour savoir si vous l'avez utilisée dans le bon sens ou au contraire dans le mauvais sens. Malheureusement, ce que nous constatons, vous avez parlé de la corruption, c'est qu'on est en train justement d'abuser de l'autorité qui est à notre disposition pour faire le contraire de ce qu'il faudrait faire. Deuxième élément, donc, quelle utilisation vous avez fait des ressources qui ont été mises à votre disposition? Et troisième élément, quel degré d'accomplissement de la mission qui vous a été confiée. Voilà comment nous, dans notre programme pour les élections de 2014, comment nous comptons faire face à cette situation. Merci. Aussi vous avez parlé des compétences. Vous avez dit qu'il faudrait qu'on puisse faire rentrer les compétences qui sont à l'extérieur, alors que ces compétences sont parties de l'intérieur. Ils étaient en Algérie et ils ont quitté l'Algérie pour d'autres pays qui les ont beaucoup mieux accueillis. Par quels moyens que l'Algérie va-t-il attirer ces compétences pour qu'ils puissent revenir en Algérie? Et bien sûr, c'est dans l'intérêt de l'Algérie, c'est dans leur intérêt à ces compétences, parce qu'ils sont ces compétences algériennes. Tout à fait. Bon, de mes rencontres, quand je me déplace à l'extérieur du pays, je sens la volonté et le désir de toutes ces compétences de venir travailler dans leur pays. Et ils voudront venir travailler dans leur pays. Bien sûr, on ne va pas leur dire venez sans leur préparer les conditions nécessaires pour qu'ils soient là. Donc il va y avoir tout un programme. C'est ce programme que nous avons dans la mise en œuvre. Donc nous avons, si vous voulez, un programme en deux dimensions. Une dimension de construction des institutions, une dimension de réhabilitation du comportement citoyen. Dans la construction des institutions, nous avons la restructuration de l'État, la restructuration de l'école, la restructuration de l'économie et la promotion des compétences nationales et la maîtrise de la numérisation. C'est justement par cela que nous allons travailler. Et nous comptons faire, si vous voulez, une division du travail entre le gouvernement et la présidence de la République. Au niveau de la présidence de la République, il y aura 4 hauts commissariats. Un haut commissariat à la promotion des compétences nationales et à la maîtrise de la numérisation, en particulier la nanotechnologie. À ce moment-là, il y aura, si vous voulez, une institution totalement habilitée à ce travail qui va développer les moyens. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de moyens dans ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines, où il y a justement, à l'intérieur de la spécialité gestion des ressources humaines, il y a une sous-spécialité qui est la promotion des compétences nationales. Ça existe, il y a des techniques, il y a des moyens de le faire, bien sûr, à condition qu'ils, quand ils arrivent, ils trouvent la mission qui est la leur. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, deuxième haut commissariat, c'est celui qui va reformuler toutes les politiques économiques, politiques, sociales, etc. Et donc là aussi, il y a un besoin de compétences très important. Le troisième, c'est celui de la prospective et de nouvelles politiques énergétiques. Et là aussi, exactement, de la prospective et de nouvelles politiques énergétiques. Et là également, vous voyez quel accueil qui va être fait aux compétences nationales, dans la mesure où on ne les accueille pas pour les accueillir, on les accueille en leur donnant des missions qui les rendraient fiers de se mettre au travail de leur pays. Et le quatrième, c'est celui de l'éducation citoyenne. Donc, si vous voulez, ça va être des pôles très importants. C'est un peu comme avait fait la Corée du Sud dans les années 70 et les années 60 avec l'Institut national de développement. C'est un peu ce type d'idée. Aussi, donc, une question concernant donc, les prochaines élections de 2014, les élections présidentielles. Oui. Donc, nous, l'Algérien, on souhaite qu'il y a plusieurs candidats. Et donc, le fait qu'il y ait plusieurs candidats, bien sûr, des candidats dignes et capables de diriger un pays, est-ce qu'il n'y aura pas des embûches ou bien des simulacres d'élections de façon à évincer certains
candidat. Oui. Monsieur Benbitoul, peut-être pour compléter juste disons la question de Sitar. Bon, effectivement, vous avez annoncé votre candidature à la présidentielle. Est-ce que vous pensez que les élections seront enfin saines et qu'elles ne souffriront aucune dérive? Ok, bien sûr, vous savez que je parle très franchement. Donc je dis qu'il y a un pari, ce n'est pas une certitude, mais il y a un pari à faire sur les élections présidentielles de 2014. Si vous me donnez quelques instants, je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que nous avons étudié l'expérience de la Tunisie et de l'Égypte. Nous en avons tiré deux hypothèses de travail tout à fait nouvelles, qui n'existaient pas, innovantes. La première, c'est lorsque la population s'installe à un endroit stratégique de la capitale, elle est capable de faire partir le chef de l'État, sans qu'elle ait un programme politique préétabli, sans qu'elle ait un leadership assumé. Sauf justement que lorsque le chef de l'État part, le fait qu'il n'y a pas de programme politique préétabli, le fait qu'il n'y a pas un leadership assumé fait qu'on a de la difficulté à gérer le changement. Et c'est quelque chose à laquelle il faudrait faire face. Et justement, nous essayons de faire face à cette situation dans la prévision des élections présidentielles de 2020. La deuxième leçon importante, vous le savez, c'est un secret pour personne, que tous les chefs de ces pays-là ont des avoirs importants à l'extérieur, et donc considérer que si la situation devenait explosive, ils prendraient l'avion et iraient vivre le paradis de l'exil à l'extérieur. Ceci, on l'a vu, ce n'est plus possible. Donc, il se trouve que pour la première fois, la peur a changé de camp, elle sort du côté des populations pour aller du côté des dirigeants, de leurs familles, de leurs proches collaborateurs. Alors nous disons quoi? Nous disons dans l'intérêt des dirigeants, dans l'intérêt bien sûr du pays et du peuple, il serait intéressant de profiter d'un rendez-vous qui s'appelle les élections présidentielles 2014 pour en faire un moyen pacifique pour changer le système de gouvernance. Parce que sans cela, il y aura l'explosion sociale et le changement se fera dans la violence et il ne se fera ni au bénéfice du peuple, ni au bénéfice des dirigeants. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je parle d'un pari. Il se trouve qu'il y a, pour des circonstances historiques tout à fait innovantes, qu'il y a intérêt aussi bien pour les tenants du pouvoir que pour, bien sûr, le pays, qu'on profite des élections de 2014 pour en faire un rendez-vous vers du changement. Donc nous faisons ce pari. Nous faisons ce pari et nous y allons. Notre travail important, ce serait donc qu'il puisse y avoir une coalition ou bien une convergence entre ce que vous appelez les candidats principaux pour qu'il y ait un contrôle très sérieux de l'opération du scrutin le jour du scrutin. Vous savez, il y a 3 mois, nous avons lancé une opération de 4 non, qu'on avait appelé les 4 non. Non au prolongement du mandat actuel, non à un 4e mandat, non à la révision de la Constitution dans les conditions actuelles, et non à la falsification des résultats du scrutin. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avons déjà 3 noms qui sont partis de l'échiquier, donc il nous reste justement à nous concentrer sur les moyens de contrôler l'opération de scrutin, de faire en sorte en espérant aussi que dans l'intérêt des dirigeants actuels, comprennent que leur intérêt, c'est dans le changement pacifique en 2014. En parlant toujours de la corruption, vous avez dit qu'au jour d'aujourd'hui, la peur, elle a changé de camp. Mais aujourd'hui, on a remarqué qu'en Algérie, qu'il y a des corrompus, des gens qui ont fait des détournements massifs de la richesse algérienne, ont quitté l'Algérie facilement. Oui, si vous voulez, c'est tout le système de gouvernance, justement, qu'il faut changer, parce que ces gens-là ont quitté facilement l'Algérie de connivence avec le système de gouvernance. Ils ne l'ont pas fait de façon sans qu'il y ait consentement, sans qu'il y ait autorisation de le faire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément important, on a beaucoup parlé de ces gens qui quittent. Quelqu'un qui n'a pas un dossier devant la justice, il peut quitter le territoire. C'est que ces gens-là n'ont même pas un dossier devant la justice. Donc pourquoi s'inquiéter de les voir partir lorsqu'on ne les a même pas, la justice n'a même pas fait son travail pour justement les inquiéter, pour faire son travail. سي حمد ملخص بالعربية يعني الجزائري البسيط يتساءل هل الاقتصاد في الجزائر يعني لاباس به؟
لا، الاقتصاد في الجزائر عنده مستقبل لا بأس به، ولكن في الحالة راه في حالة ضعف كبيرة، لأنه اليوم راه نستوردوا 75% من الشيء اللي ناكلوه يجي من الخارج. وهذا يعني احنا كنا نقولوا دائما عندنا من ياكل ما لا ينتج ويلبس ما لا ينسج ما عندوش مستقبل. صحيح. رانا في هذه الحالة اليوم، رانا ناكلوا ما لا ننتجوا ونلبسوا ما لا ننسجوا، وبالتالي إذا كان فيه تغيير نظام الحكم ككل ويكون فيه انطلاق جديد، كاين إمكانيات لا بأس بها، كاين إمكانيات لا بأس بها. راك تعرف باللي كاع الإمكانيات الأخرى ماشي نستعملوا غير في المحروقات، تصور كل الإمكانيات الأخرى من الزراعة، من الصناعة، من السياحة، من كل هذه الوسائل ما راهش تخدم اليوم. وبالتالي أنا نظن فيه أمل إن شاء الله إذا كان فيه تغيير سلمي لنظام الحكم في انتخابات 2014. شكرا سمعنا. كلمة أخيرة توجه إلى مستمعين إذاعة السلام. إذاعة السلام نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا جزيلا، وكونوا واقفين مع بلادكم، لأنه طبعا مش نتكلم برك على الجزائريين، نتكلم عن الجزائريين والمغاربة بصفة عامة والمسلمين بصفة عامة. كونوا واقفين بلادكم لأنكم جزء لا يتجزأ من البلاد، وعندكم حقكم في البلاد وعندكم تواجدكم في البلاد، وإذا كنتوا واقفين بالبلاد البلاد تكون واقفة معكم إن شاء الله، بيكون خير للجميع. شكرا سي Ahmed. Merci de votre visite, monsieur Benguitour. Je rappelle que nous étions avec monsieur Ahmed, le docteur Ahmed Benguitour, économiste algérien et ancien chef de gouvernement. Merci le docteur. Merci beaucoup, Santé.